Okay, Michelle. Oh, it looks like Sarah has arrived. Hi, Sarah. Do you want to do a quick sound check before we start? Hi, can you hear me? We can hear you great. Perfect. Are you feeling comfortable and ready? All right, amazing. So we've got Valerie, we've got Sarah, we've got Melanie, and we've got our entire team of supporters. Thank you so much. I think, Michelle, we're ready to get the show on the road. Great. If I can ask anyone who is staff to turn off their cameras. Amazing. Thank you, everyone. So you will see folks start, and Karen will just let you know when the webinar is going to start. And yay. Oh, am I doing the trigger here, Michelle? Yeah, so you'll see start webinar, and then the attendees will start showing up. Okay, I'm starting. Perfect. Here we go. Good afternoon, everyone. Just giving a moment. Bonjour tout le monde. Je donne le temps à tout le monde de se joindre à nous. Nous allons commencer dans quelques instants. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Karen Campbell. Je suis directrice des projets communautaires et des politiques à la Fondation canadienne des femmes. Nous sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue à cette importante rencontre sur la justice pour les personnes en situation de handicap. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que le travail de la Fondation canadienne des femmes et les programmes que nous soutenons se déroulent en territoire traditionnel autochtone, Métis et Inuit. Nous sommes reconnaissantes d'avoir l'occasion de nous rencontrer, de travailler sur ces territoires. Je vous parle depuis l'Ontario, territoire traditionnel des Haudenosaunee et autres nations. Les peuples locaux incluent les Chippewas, la Nation unie des Thames et le Monty Delaware Nation. On vous encourage à découvrir quelles nations se trouvent dans les territoires où vous travaillez, jouez et vivez. Et nous vous invitons à visiter le site nativeland.ca. Nous reconnaissons également que les reconnaissances territoriales sont insuffisantes. Nous devons travailler pour la vérité, la réconciliation, la décolonisation et la création d'alliances afin de redresser nos relations. Nous aimerions également reconnaître que demain souligne la journée, la toute première journée nationale de vérité et de réconciliation, et nous encourageons les personnes qui sont ici aujourd'hui, surtout les personnes colonnes, de prendre du temps demain pour lire, réfléchir à l'héritage de la colonisation et du génocisme commis à l'égard des Premières Nations. Nous sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre sur la justice en matière de handicap et de genre. Nous avons Bonnie Brayton et l'équipe du Réseau des femmes handicapées du Canada qui ont organisé cette rencontre avec nous. J'aimerais vous faire part de quelques détails logistiques. Dans quelques instants, nous allons fermer la boîte de clavardage. Nous allons utiliser une application qui s'appelle Slido pour recueillir vos questions et vos commentaires. Ma collègue vient de mettre le lien dans la boîte de clavardage, donc je vous invite à ouvrir ce lien pour laisser vos commentaires ou vos questions tout au long de la séance. Nous sommes heureuses d'avoir de l'interprétation simultanée en français et en anglais aujourd'hui. Au bas de l'écran, vous verrez un icône de planète. Cliquez sur l'image et choisissez la langue de votre choix. Nous avons également des sous-titres en anglais et en français.
et comme vous le voyez à l'écran, de l'interprétation en langage signé du Québec et en American Sign Language. Pour choisir les sous-titres, cliquez l'icône qui dit sous-titres en direct et choisissez les sous-titres de votre choix. Si vous voulez du sous-titrage en français, utilisez le lien qui est dans la boîte de clavardage maintenant. Nous aurons une courte période de questions et de commentaires à la fin de la rencontre, donc je vous invite encore une fois à écrire vos commentaires dans Slido. Si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions aujourd'hui, nous ferons de notre mieux à y répondre par la suite par courriel. J'aimerais également souligner que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée et qu'elle sera partagée par la suite. Donc, ceci dit, j'aimerais vous présenter les femmes extraordinaires qui nous feront des présentations aujourd'hui, nous offrant des renseignements importants sur le capacitisme, le mouvement pour la justice en matière de handicap et le lien entre ce mouvement et notre travail au Canada et partout dans le monde. Nous allons commencer avec Mélanie Marsden, une femme Mohawk et Ojibwe du clan de l'Ours. Mélanie détient un baccalauréat en travail social. Elle est mère de 3 enfants et grand-mère. Elle est militante de longue date, notamment sur les questions de handicap et sur les violences liées au genre. Mélanie va lancer le bal avec une réflexion sur le lien entre la justice en matière de handicap et la justice chez les femmes. Bienvenue, Mélanie. Miigwech. Donc, en tant que peuple autochtone, nous disons où nous sommes situés. Bonjour, je m'appelle Mélanie Marsden. Mon nom autochtone est She Carries the Light Woman. Elle porte la lumière. Je suis actuellement à Toronto, au Togomonto, un territoire où vivent plusieurs peuples autochtones et métis et inuits, traditionnellement le territoire de Anishinaabe, Haudenosaunee. Plusieurs des histoires dont je vais parler aujourd'hui proviennent de l'intersection de ma situation, soit une femme qui a des handicaps visuels, qui suis une femme, qui suis grand-mère et autochtone. Donc, ma culture m'a été volée. Je parle depuis l'intersection de toutes ces identités. Une part de la raison pour laquelle c'est important de me situer, de situer là où je suis, c'est parce que je n'ai pas l'air autochtone. Il y a des autochtones qui ont l'air autochtone et d'autres qui n'ont pas l'air autochtone. Donc, quand je dis que je suis inscrite comme autochtone auprès de ma nation, ça veut dire que j'ai un statut d'autochtone et malheureusement, en raison du colonialisme, le statut est important. Les histoires dont je vais parler sont en lien avec le racisme. Je vous encourage à prendre un moment pour vous si des choses que je dis déclenchent des émotions fortes chez vous. Mon point de vue général est basé sur mon expérience de travail social. J'ai été travailleuse sociale pendant 17 ans, ainsi que mes expériences d'enfance. Comment est-ce que j'en suis arrivée là où je suis en ce moment? Je suis allée à l'école à Brantford en Ontario. C'était une école pour les personnes aveugles et handicapées visuellement. Dans cette école, j'ai subi plusieurs expériences de racisme. On m'a dit que je ne réussirais rien dans la vie. Plusieurs d'entre nous entendent des commentaires semblables et nous portons ces commentaires en nous toute notre vie. Mon école était très au courant de ma situation familiale. Je n'appartenais pas à la classe moyenne. Et toutes ces réalités avaient un effet sur ma situation à l'école. Quand on travaille avec
des groupes, avec des personnes. C'est important de tenir compte de ces réalités et d'offrir des bourses, des programmes qui tiennent compte, qui, qui tiennent compte de tous et toutes. Donc, des programmes qui incluent tout le monde, que ces personnes soient autochtones ou non. Par la suite, à l'université, quand j'étais en train de faire mon baccalauréat en travail social, les choses étaient moins accessibles qu'elles le sont maintenant. J'élevais mes enfants en même temps que j'étudiais et j'ai la chance de pouvoir dire que la protection de la jeunesse n'a pas été impliquée dans notre vie familiale. Mais je savais que je devais être un parent sécuritaire, efficace pour éviter que les services de protection de la jeunesse se mêlent de notre famille. À l'époque, les agences, les organisations ne pensaient pas que je pouvais être travailleuse sociale. Ça a été difficile pour moi de trouver, d'avoir de l'expérience pratique. Les organisations pensaient que j'avais besoin de trop d'accommodements et que je ne pouvais pas être travailleuse sociale comme mes collègues. Donc, toutes les personnes avec qui j'avais étudié avaient des stages, avaient des emplois, mais moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un milieu de travail et ça a été un grand obstacle pour moi. Et c'est un obstacle très difficile parce qu'il est difficile à prouver. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de mettre en place des solutions pour des problèmes qui se présentent à tous les jours et non des solutions ponctuelles. Plusieurs des compétences que j'ai acquises au fil du temps ont été, je les ai mises en pratique dans le cadre de mon travail, de mes occasions d'emploi. Et je peux dire que plusieurs personnes en situation de handicap n'ont pas accès aux mêmes occasions que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap ont. Donc, j'ai mis 3 ans à trouver un emploi et j'utilisais mes compétences de défense des droits, de plaidoyer pour obtenir des entretiens d'embauche et un emploi éventuellement. Ça prend beaucoup de temps. J'ai 57 ans aujourd'hui et je ne suis pas rendue dans ma carrière là où j'aurais aimé être en raison des multiples obstacles que j'ai rencontrés. Le capacitisme, le racisme systémique. Et quand on ajoute la couche du fait que je suis autochtone et qu'on m'a volé ma culture, ça pose la question suivante. Comment est-ce que je peux me réapproprier ma voix en tant que femme autochtone en situation de handicap? Comment est-ce que je peux me réapproprier ma voix en tant que travailleuse sociale autochtone? C'est à moi à faire ce travail et ça ajoute une couche de complexité à mes démarches. J'ai fait face et je fais face à plusieurs formes de discrimination. De nombreuses personnes font face à ces mêmes discriminations quand on remplit des formulaires, par exemple. Par exemple, on peut remplir un formulaire, mais pas nécessairement mettre l'information dans la bonne case. Donc, il faut se demander comment est-ce qu'on peut offrir des programmes et des services et des formulaires de demande de services qui sont accessibles à tous et toutes dès le départ. Par le passé, j'ai coordonné différents ateliers et j'ai défendu la défense des consommateurs. Et pendant cette période, beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont vécu toutes sortes de pressions et de discriminations, comme celles que j'ai décrites plus tôt. C'est cette expérience
lorsque tu as vécu ce genre de situation au quotidien, ça a un impact sur ton esprit. Alors, je me suis purifiée avec la fumée avant de parler parce que je voulais que les mots que je dise ne viennent non seulement du cœur, mais aussi des 7 générations qui viennent avant moi, qui sont là avec moi parce que je ne suis pas seule ici à vous parler. Ce sont des savoirs qui proviennent de générations de personnes qui ont vécu du racisme encore et encore et encore. Malheureusement, notre société est faite de systèmes, des systèmes qui ont été mis en place pour les personnes qui ont des corps, en fait, pour favoriser le capacitisme. Nous devons découvrir comment est-ce qu'on peut surmonter les obstacles qui sont placés devant nous. Tous ces obstacles par rapport au système de résidence inaccessible, le désir d'obtenir de l'éducation, de faire quelque chose de nos vies. Ce désir est semblable chez tout le monde. Alors, je vous encourage à penser à ceci. Pour conclure, j'ai eu la chance d'élaborer un programme pour l'autonomisation et donner un sentiment de fierté. L'idée, c'était d'amener les aînés avec nous dans l'espace pour que les aînés nous aident, qui nous aident à apprendre les apprentissages qu'on voulait transférer également. Et ces aînés pouvaient nous apprendre comment une personne qui a une situation de handicap physique, qui n'a pas nécessairement la même dextérité, peut s'occuper des participants et encore une fois s'occuper, par exemple, de la cérémonie du tabac. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre ce qu'on veut enseigner d'une façon accessible? Parce que non seulement les apprentissages se perdent, les savoirs se perdent, c'est notre responsabilité de les apprendre à nouveau et de les partager. C'est aussi de savoir comment est-ce qu'on peut avoir une cérémonie de purification par la fumée ou avoir des temps d'oxydation. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces événements soient des réussites? Ce livret, parce que l'organisation n'existait plus, le livret qu'on a créé pour ce projet est maintenant seulement sur mon ordinateur. Je n'ai pas eu la chance de l'imprimer, de le faire circuler, mais c'est un ouvrage magnifique parce que les façons par lesquelles les traditions et les savoirs sont rendus accessibles sont vraiment simples. Alors, malheureusement, on ne peut pas le distribuer à qui que ce soit. Alors, malheureusement, c'est perdu encore une fois. Il faut qu'on revienne à nos rôles en termes de peuples autochtones pour s'enraciner d'une bonne façon. Il faut qu'on ait des systèmes en place qui nous permettent d'effectuer notre travail d'une façon significative. Que dans le travail au quotidien, que ça a un sens. Parce que l'expérience du racisme systémique nous fait perdre nos langages et nos traditions autochtones. Et aujourd'hui, c'est ma responsabilité de réapprendre ces savoirs et ces langages. Alors, j'ai pris cette occasion pour reprendre ma voix. En participant au programme d'études sur les savoirs autochtones à l'université, ça m'aide à accomplir ce fait. Je suis très heureuse et honorée d'avoir eu la chance de vous parler aujourd'hui. Je suis très honorée que demain, plusieurs d'entre nous pourront réellement regarder à quoi ressemble la vérité et la réconciliation. J'espère qu'on puisse faire ceci tous les jours, pas seulement pour une seule journée, pas seulement pour une seule journée. Qu'allons-nous faire demain? Qu'allons-nous faire pour réellement entamer un processus pour rendre hommage aux enfants autochtones qui sont les cadeaux, qui sont nos cadeaux, qui sont le futur? Qu'allons-nous faire? Je pense à ma petite fille qui a 2 ans et demi et ça brise mon cœur de penser qu'elle aurait pu être une de ces enfants disparus et enterrés. Thank you so much, Melanie, for your Merci words. infiniment, Mélanie, pour tes mots et pour avoir partagé ton vécu avec nous et pour vraiment nous avoir aidé à nous enraciner, nous aider à comprendre l'impact que le capacitisme a sur nos vies et sur les collectivités. Nous apprécions vraiment beaucoup ce que tu as dit. J'aimerais maintenant que nous nous tournions
vers notre prochaine présentatrice, Valérie Grandmaison, qui va nous aider à faire certaines connexions entre ce que Mélanie vient de partager avec nous et l'histoire du mouvement pour la justice pour les personnes en situation de handicap au Canada. Valérie est une personne en situation de handicap et qui est étudiante au doctorat et qui travaille aussi au centre de recherche Live et Work Well à l'Université de Guelph. Elle utilise l'approche intersectionnelle dans sa recherche et sa recherche regarde l'histoire, les défis et les relations entre les organismes féministes et particulièrement par rapport à la violence conjugale. Bienvenue Valérie. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement très spécial. Je remercie la Fondation canadienne des femmes de créer un espace pour centrer les expériences, les connaissances, les compétences des femmes en situation de handicap au Canada. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis une femme blanche qui vient de colons français et que j'habite sur le territoire de Mississauga à l'Ontario. Je comprends. J'ai beaucoup de respect pour mes voisins métis, Anishinaabe et des Premières Nations autour. Je veux vraiment qu'on travaille ensemble pour la guérison et la décolonisation, pour le présent et l'avenir. Je ne vais pas en parler particulièrement dans la présentation d'aujourd'hui, mais je comprends vraiment les situations de handicap et le genre comme étant des impacts qui créent beaucoup de blessures à cause du système colonial. Le système colonial continue de créer énormément de limites et de blessures et vraiment met plusieurs obstacles aux avancements, particulièrement pour les personnes autochtones. Je suis reconnaissante envers Mélanie d'avoir partagé son vécu et de nous avoir donné de la vie et de la vitalité à ce que j'étudie dans les livres. L'histoire sur comment les femmes vivant en situation de handicap, les femmes autochtones qui vivent en situation de handicap réussissent à reconnaître les obstacles qui se présentent devant elles et à les surmonter. Et Mélanie, avoir entendu ta voix, c'était vraiment génial. Alors aujourd'hui, je vais tracer un peu l'histoire du mouvement des femmes vivant en situation de handicap au Canada. C'est important de savoir d'où on vient pour comprendre ensemble, pour travailler à atteindre la justice pour tout le monde maintenant et à l'avenir. C'était dans les années 70 que le mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap par et pour les personnes en situation de handicap a commencé. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de mouvements de libération partout à travers le monde. Et il y avait plus de personnes en situation de handicap. Et on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas satisfaits par les services offerts, par le soutien offert. Ces personnes sentaient que leurs besoins, leurs capacités, leurs rêves n'étaient pas considérés par les organismes qui existaient à cette époque. Grâce à l'énergie d'autres mouvements de droits civils et aux mouvements de libération partout dans le monde, les personnes se sont rassemblées pour défendre leurs droits. Les femmes vivant en situation de handicap ont fait partie des mouvements dès le début. Mais elles faisaient face à différents obstacles pour atteindre des positions où elles pouvaient être des décideurs. Donc, souvent, il y avait vraiment des attitudes où on mettait seulement quelques personnes pour les apparences. Mais le mouvement ne répondait pas aux besoins particuliers des femmes vivant en situation de handicap. Mais en même temps, dans les années 70, le féminisme de première vague se centrait sur une vision très limitée de l'égalité entre les genres. À l'époque, les féministes se concentraient sur atteindre l'égalité des droits aux yeux de la loi. Elles voulaient que les femmes et les hommes soient égaux aux yeux de la loi et qu'ils aient le même salaire au travail. Mais ça laissait beaucoup de groupes marginalisés historiquement, les femmes noires, les femmes autochtones, les femmes racisées qui étaient déjà
qui connaissaient déjà les impacts d'un système légal très raciste. Elles pensaient vraiment qu'elles ne pouvaient pas atteindre l'égalité à travers le système juridique. Alors, les efforts des mouvements de femmes, c'était clair à l'époque que leurs expériences de la discrimination, que leur vécu en tant que femmes handicapées n'était pas reconnu. Mais aussi, tous les besoins de l'avancement des femmes, l'information, n'étaient pas accessibles aux personnes handicapées. Donc, les mouvements lançaient un message très clair aux femmes handicapées. On ne rend pas notre mouvement accessible pour toi, tu n'es pas la bienvenue. Parce que si tu es engagé physiquement dans l'information, dans nos événements, tu ne pourras pas être inclus. Alors, en se sentant exclus à la fois des mouvements féministes et des mouvements pour les personnes handicapées, les femmes en situation de handicap se sont rassemblées pour centrer les voix des femmes handicapées et leurs besoins particuliers. En 1985, les femmes handicapées de partout au pays se sont rencontrées pour une rencontre du réseau des femmes handicapées. C'était la première fois au Canada et peut-être au monde que les femmes handicapées de partout au pays se sont rassemblées en tant que femmes handicapées pour parler des difficultés et de leurs inquiétudes. Et c'était organisé par des femmes handicapées également. Donc, c'était vraiment un événement spécial. Les femmes qui ont organisé cet événement étaient entre autres Patty Oswald de Toronto, Pat Parra de Regina et Marie Baril de Montréal. En rassemblant des femmes de partout dans le pays, les femmes handicapées ont pu parler de leur vécu de l'isolation, du système médical, de la pauvreté et pour plusieurs de l'idée de l'institutionnalisation, des violences vécues au niveau institutionnel. Et ils se sont rendus compte qu'aucun des mouvements existants ne répondait à leurs besoins. C'est à cette rencontre que la première organisation nationale représentant les voix des femmes handicapées a été créée, le réseau qu'on connaît toutes maintenant, qu'on connaît en tant que Dawn Canada. Ça a aussi modifié la création d'organisations locales dans les centres urbains et dans les provinces. Certains sont devenus, par exemple, des chapitres régionaux de Dawn. On disait que l'émergence de Dawn Canada au niveau régional et provincial a vraiment indiqué le début des mouvements pour la défense des droits des femmes handicapées au Canada. À l'époque, le réseau avait publié beaucoup d'ouvrages par et pour les femmes handicapées. C'était probablement la première fois au Canada et au monde qu'on prenait en charge les documents et l'information qui traitaient de nos vies. Parce que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap ne faisaient pas un bon travail de représenter le vécu des personnes handicapées. Les questions d'image de soi, d'employabilité, de la violence dans la vie des femmes handicapées et aussi l'idée de la parentalité. Et donc, Dawn est devenu un leader mondial en matière d'information autour des femmes handicapées. Je veux parler aussi du travail d'intersectionnalité au Canada. Lorsqu'on parle de l'exclusion des femmes handicapées des mouvements, les personnes handicapées ont vraiment fondé le mouvement depuis les années 80. Et plus que simplement une compréhension additionnelle de double oppression quand tu es femme et que tu es une personne handicapée, on comprend que l'expérience des femmes handicapées, des femmes de la diversité qui sont handicapées est différente les unes des autres. Ce n'est pas seulement juste une oppression qui est augmentée, c'est un type d'exclusion et de discrimination qui est vraiment précis et aussi des différents savoirs et capacités qu'on a par rapport au monde. At that meeting, invitations were specifically sent out to women of diverse disability type, race, geographical location. So from the very inception, it was about getting diverse voices and concern around the table.
Dawn continues to reveal its commitment to diverse women and girls with disabilities in its project and its research papers. It does more than providing an intersectional analysis, but it's also... Le Réseau des femmes handicapées du Canada continue de s'engager, de bâtir la participation à la capacité des femmes en situation de handicap au mouvement. Elles défendent une approche intersectionnelle de la défense des droits de la personne qui devrait se traduire en engagements nationaux, internationaux. L'idée, c'est de garantir une consultation, la consultation des femmes en situation de handicap et de reconnaître qu'il y a des recommandations spécifiques à ce groupe de personnes qui vont émerger des consultations. Je veux ajouter rapidement qu'en parlant, j'aimerais parler de l'engagement transnational de Dawn Canada, du RFH. RFH Canada a joué un rôle très important dans la création d'un réseau international depuis sa création en 1985, par exemple, à la Conférence internationale des personnes en situation de handicap aux Bahamas en 1985, des femmes de RFH ont rassemblé des femmes de partout dans le monde. La rencontre était simultanément traduite en cinq différentes langues, sans l'aide de la technologie qu'on a aujourd'hui. À cette rencontre, les femmes ont cerné des préoccupations centrales, des connaissances importantes et elles ont élaboré une stratégie pour la parité en matière de genre dans le contexte international. Pour conclure, le travail de l'activisme en matière de handicap depuis 30 ans met l'accent sur l'importance de l'approche intersectionnelle, non seulement pour répondre aux besoins des personnes, mais également pour favoriser des solutions créatives aux injustices. C'est la seule façon de se rassembler avec toute la richesse de qui nous sommes et ce n'est qu'en se rassemblant qu'on pourra répondre aux injustices en matière de genre et de handicap. Merci beaucoup, Valérie, pour ton cours 101 sur l'histoire du mouvement. C'est très utile. Ça nous aide à comprendre le contexte du mouvement et ça met parfaitement la table pour notre prochaine présentatrice. Avant de la présenter, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions pour nos panélistes, je vous invite à utiliser le Slido. On va maintenant passer la parole à Sarah. Sarah Jama est une jeune activiste, directrice le travail de Sarah lutte contre le racisme contre les Noirs et l'insécurité en matière d'intervention policière dans le Disability Network of Ontario. Elle travaille sur le racisme systémique en bâtissant les capacités d'autres organismes et d'autres jeunes qui sont en situation de handicap et ils travaillent ensemble à transformer les structures régionales et nationales qui doivent être démantelées. Nous sommes très heureuses que tu sois parmi nous aujourd'hui, Sarah, et nous avons hâte de connaître, de t'entendre au sujet des liens entre la justice raciale et la justice en matière de genre et de handicap. Merci de l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, je m'appelle Sarah et comme j'ai été présentée, je travaille au Disability Justice Network de l'Ontario à Hamilton. On a choisi la ville de Hamilton parce que c'est la ville qui a le plus grand nombre de personnes en situation de handicap en Ontario. Avant de commencer, j'aimerais raconter une petite histoire et excusez-moi si je deviens émotive. C'est une des premières fois que je prends la parole depuis longtemps, mais c'est également la première fois que je vais raconter cette histoire. Donc, mon histoire remonte au début des années 80 et je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Amoun. Amoun avait 19 ans. Amoun vivait au Kenya, à Nairobi, et était sur le point d'être offerte en mariage dans un mariage arrangé.
Elle a décidé de se sauver avec un homme qui avait à peu près le même âge, mais qu'elle ne connaissait pas très bien, mais qui lui avait promis qu'il réussirait à lui faire fuir le pays et qu'elle viendrait au Canada, qu'elle pourrait trouver du travail, aller à l'école et qu'elle pourrait soutenir sa famille à la maison. Elle n'avait pas vraiment le droit d'aller à l'école. Son père ne voulait pas, donc pour elle, c'était l'occasion de vivre la vie qu'elle voulait. Donc, elle s'est sauvée, a déménagé au Canada avec cette personne qui était somme toute un étranger. Et à l'âge de 19 ans, s'est trouvée dans une relation très violente et avec une personne qui vivait plusieurs handicaps invisibles. Parfois, il rentrait à la maison, il entendait des voix et les voix lui disaient de faire des choses terribles. Donc, à plusieurs reprises, elle s'est trouvée isolée, presque battue à mort. Elle a frôlé la mort à plusieurs reprises. Elle a été enceinte et quand elle était enceinte de son dernier enfant, il y a eu un incident de violence tellement grave elle a dû être au lit pour tout son premier trimestre. Le médecin lui a dit que le bébé ne parlerait pas, ne mangerait pas seul, n'aurait aucune autonomie. Et elle a dit non, je veux. Et elle a décidé de poursuivre la grossesse. Elle ne comprenait pas complètement le système de santé, elle ne comprenait pas l'interaction du système médical avec elle en tant que jeune femme handicapée. Donc, elle a dû lutter pour mener la grossesse à terme et elle a donné naissance et le bébé est mort à la naissance et a été ressuscité à plusieurs occasions et malgré tous les obstacles, a pu continuer de vivre. Et je suis née. Donc, j'ai grandi avec l'assistance sociale et même si je comprenais que la violence et la pauvreté et l'itinérance, je comprenais ces réalités de façon très intime, mais je ne comprenais pas les structures qui existaient derrière ma situation. Je ne comprenais pas pourquoi on recevait de l'argent de l'aide sociale, mais que ce n'était pas assez pour se payer un logement. Je ne comprenais pas pourquoi c'était difficile pour moi de monter les escaliers, de vivre, de prendre une douche seule, sans soutien. Je ne comprenais pas pourquoi c'était difficile d'avoir accès à un environnement adapté. Je ne comprenais pas que ce qu'on vivait était causé par des problèmes structurels. Comme plusieurs jeunes, j'ai intériorisé la violence structurelle comme étant ma faute. Et à l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai rencontré une autre personne qui était en fauteuil roulant et qui avait des handicaps. Et cette personne est venue me voir et il m'a dit, j'aimerais ça être un acteur quand je suis adulte et je veux aller dans une école pour les métiers d'art, mais c'est pas accessible. Et après tout ce que j'avais vécu, je ne sais pas pourquoi, c'est le commentaire qui m'a vraiment touchée. Mais ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que c'est possible que cette école des métiers d'art soit inaccessible à un jeune seulement parce qu'il est dans un fauteuil roulant? Donc, c'était la première fois parce que je voyais l'expérience d'une autre personne à l'extérieur de mon expérience. C'était la première fois que je voyais les causes structurelles de la discrimination. Et en tant que jeune adolescente, j'ai pris l'autobus et puis je suis allée rencontrer un comité consultatif et j'ai présenté un argumentaire disant que l'école devait être accessible. J'ai expliqué pourquoi les jeunes devraient avoir le droit d'aller dans une école d'acteurs, une école de théâtre. Donc, je me suis présentée, je ne comprenais pas nécessairement comment ça fonctionnait, les politiques, etc. Je me suis simplement présentée à la rencontre et je me rappelle être entrée et puis il y avait une énorme table à laquelle étaient assis plein d'hommes blancs. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de ce que vivent les gens en situation de handicap. C'était seulement des personnes qui prennent des décisions. Et le président, Chris Bolton, le président du comité, a ri quand il m'a vu entrer. Il m'a dit, qui est-ce que tu penses que tu es de pouvoir venir ici et
de parler d'un sujet alors que tu ne représentes pas tous les étudiants qui sont en situation de handicap. Puis de toute façon, George n'a même pas présenté une demande pour aller à l'école. Donc, on s'en fout qu'il n'y ait pas d'ascenseur dans l'école. Donc, il a ri de moi parce que je ne comprenais pas vraiment les procédures. Et c'est la première fois où j'ai fait le lien entre le racisme structurel, la perception que les gens avaient de moi en tant que jeune femme noire et le pouvoir. Et j'avais vécu beaucoup de traumatismes, mais là, j'étais face à la personnification du pouvoir, du racisme structurel. Et pendant mon expérience scolaire, à l'école secondaire, j'ai mis sur pied une organisation étudiante pour les étudiants en situation de handicap. Et j'ai compris que même s'il y a plusieurs services qui aident les jeunes en situation de handicap, personne ne nous enseignait les compétences dont on avait besoin. Où est-ce qu'on peut aller quand les services ne répondent pas à nos besoins? Plusieurs refuges, maisons d'hébergement où j'avais vécu n'étaient pas accessibles. Et dans ma famille, on n'avait pas les mots qui nous permettaient de nommer la violence intergénérationnelle, le traumatisme. Et plusieurs services existaient, mais les services n'étaient pas assez accessibles pour qu'on puisse y avoir recours. Et je me suis mise à apprendre par moi-même, à apprendre comment prendre le pouvoir en nos propres mains pour provoquer du changement. J'ai appris à enseigner à d'autres personnes, à organiser des campagnes, à perturber les systèmes de pouvoir. Mais ces espaces, des espaces de femmes, des espaces de personnes noires n'étaient pas toujours accessibles. Et ce qui manquait à ces espaces, c'était l'analyse de justice en matière de handicap. L'accessibilité, c'est une espèce de fausse idée d'inclusivité. Que si on rend, par exemple, l'armée plus accessible, plus inclusive aux personnes en situation de handicap, on améliore la vie des personnes en situation de handicap. Par contre, la justice en matière de handicap est anticapitaliste. C'est une façon de se pencher sur la race, le genre et le handicap, d'étudier leur intersection et de voir leur lien avec le pouvoir. La justice en matière de handicap nous permet de nous demander comment rebâtir un nouveau monde qui va mieux correspondre à nos besoins. Il y a des liens entre le capacitisme et le colonialisme. Que le fait, j'ai appris au sujet des diagnostics qui ont été posés chez des personnes noires, alors que ces personnes ne faisaient que lutter pour leur libération. J'ai appris au sujet du complexe médical, industriel et ses effets sur les personnes en situation de handicap. J'ai appris au sujet de la loi sur la stérilisation de l'Alberta et le lien entre les décisions structurelles et la vie des gens et des lois qui étaient inspirées de lois de l'Allemagne nazie et qui ciblait des personnes autochtones et racisées. J'ai appris comment les femmes en situation de handicap étaient envoyées dans des asiles et institutionnalisées de façon forcée, contre leur gré. On peut le dépistage prénatal pour le syndrome de Down reçoit plus de financement à l'échelle nationale que le soutien aux adultes en situation de handicap. Et je suis pro-choix, mais
on finance le capacitisme structurel. Et ça, je le sais parce que c'est ma vie avant même d'être née. Il y a des personnes qui regardaient ma mère et qui lui disaient, cette femme va vivre en situation de pauvreté toute sa vie. Elle ne pourra pas élever un enfant en situation de handicap. C'est le langage qui était utilisé, même si elle ne comprenait pas pleinement la nature des commentaires à l'époque. J'ai aussi découvert au sujet de la violence policière et des meurtres d'hommes noirs. Un homme qui a été tué, un homme somalien qui a été tué à cause d'une plainte de bruit à Ottawa. À propos d'un homme qui a été battu à mort par des gardes de prison parce qu'il lui aussi avait été arrêté à cause d'une plainte de bruit. J'ai appris au sujet de tellement d'autres personnes de couleur, de personnes noires en situation de handicap qui ont été assassinées par la police. Joyce Echaquan au Québec, qui c'est une femme autochtone qui a fait une vidéo de sa situation quelques minutes avant qu'elle meure à cause de négligence médicale. Une force de regarder aux axes du pouvoir. Comment est-ce que les axes de pouvoir sont en intersection et qui font en sorte que certaines personnes ont le droit de vivre et d'autres non. Si on regarde à l'expansion récente du système médical par rapport à l'assistance à la mort qu'on a mis en place récemment, on a vu des décisions rapides par les personnes en position de pouvoir pour inclure les personnes en situation de handicap pour l'aide à la mort. Et le problème avec cette expansion, c'est que si tu es une personne en situation de handicap, tu as le droit de choisir de mourir simplement parce que tu es en situation de handicap. Le langage de l'inclusivité a été utilisé pour parler de cette loi eugénique, mais c'était seulement les personnes, c'est pas tout le monde qui a le droit de faire ça, c'est seulement les personnes en situation de handicap parce que la vie d'une personne handicapée était considérée plus difficile à vivre. Et on voit à travers ceci que plusieurs personnes au courant des dernières années, particulièrement des femmes, ont parlé pour dire je vais accéder à l'assistance à la mort parce que ça m'a pris 2 ans avant d'avoir accès à une clinique de la douleur en Ontario parce qu'on n'a pas accès à des services médicaux complètement financés au pays, parce qu'on n'a pas accès à des appareils complètement financés au pays, parce que si tu es un travailleur blessé, tu n'as pas le droit tu n'es pas soutenu par la loi sur la santé au Canada. Si tu n'es pas productif de la façon dont le terre veut que tu sois, alors tu peux être jetable. Et cet impact affecte les femmes de façon disproportionnée. Ce sont surtout les femmes célibataires ou qui sont dans des situations de violence conjugale. On sait que 83% des femmes handicapées au Canada ont une chance de vivre des agressions au moins une fois dans leur vie. Et on sait que les personnes ayant des handicaps ont plus de chances de vivre des situations de violence au total. On sait que si, oui, on va vous donner l'aide pour vivre, on va vous donner aussi de l'aide pour mourir, mais je ne pense pas que ça devrait être comme ça. Je pense que pour qu'on s'assure en tant que bailleur de fonds et personne qui se soucie des questions comme le féminisme et la justice entre les genres, il faut aussi qu'on parle des femmes handicapées, car ce sont les personnes les plus marginalisées de ces communautés. Les femmes ont aussi plus de difficultés dans le système de santé par rapport à la maternité. Il y a une de mes collègues qui est décédée récemment. Et une des premières choses qu'elle m'a dit quand j'ai posé la question sur comment était sa vie de parent, elle m'a dit, Sarah, n'aie pas d'enfant à moins que tu puisses te payer des poursuites judiciaires parce que tu vas avoir besoin d'avocat. Parce que tu vas être appelé, les gens vont se poser des questions sur ta capacité d'être mère, puis ça ne dérange pas si ton partenaire est parfaitement est capable de s'occuper de l'enfant, ils vont vraiment te poursuivre. Elle m'a dit qu'elle a vécu de l'oppression de toutes les formes d'institutions qui existent. On ne parle pas de la maternité pour les femmes handicapées, on ne parle pas de comment est-ce que tu peux entrer dans une maison de soins prolongés, comment est-ce qu'on peut vivre seul.
Il faut qu'on puisse parler de comment est-ce qu'on peut financer les soins à domicile, autant qu'on parle d'autres services. On parle des services de garde, mais les mêmes personnes qui parlent de services de garde devaient parler d'avoir droit à accès à des services à domicile, à avoir accès à des services partout. Parce que si on ne fait pas ça, on va continuer de voir ce qui se passe pendant la pandémie. Les femmes, beaucoup de décisions qui ont été retirées. Il y a le protocole de triage qui dit que si tu es une personne handicapée, tu as moins de droits en tant que en termes d'accès au soutien en situation de crise. Tu vas être trié, tu vas être servi après les personnes qui ne sont pas en situation de handicap parce qu'à cause d'un problème de cette réglementation en Ontario. Alors, c'est important qu'on se pose ces questions pour survivre. On se fait dire qu'on a moins le droit d'accès au soutien et aux systèmes médicaux. Et puis, apparemment que les docteurs peuvent maintenant prendre des décisions pour toi sans ton consentement ou sans le consentement de ta famille pendant la pandémie. Si on ne priorise pas comment est-ce que les femmes sont traitées par ces associations, ce n'est pas suffisant de dire qu'on a besoin de soins pour les enfants, qu'on a besoin de services de garde, qu'on a besoin d'un service de garde à 10 $ par jour. Il faut qu'on parle des vies des femmes qui sont en intersection avec toutes ces institutions. Une des dernières choses que je veux dire, c'est que si vous êtes dans un organisme féministe ou un organisme qui travaille auprès des femmes, c'est important de penser aux personnes les plus marginalisées. On me demande souvent de parler en personne, mais je ne représente pas le vécu de tout le monde. Essayez d'écouter les voix des personnes qui vous rendent le plus inconfortable. Essayez d'écouter les gens qui vous demandent plus de travail pour être compris. C'est facile pour moi de parler ici parce que je pense que vous comprenez ce que je dis quand je parle, mais essayez d'apprendre les vécus de personnes qui ne peuvent pas vraiment nécessairement parler de leur vécu pour apprendre vraiment le vécu des femmes qui sont par exemple, en situation de handicap dans le système pénal ou les femmes, leur expérience de l'éducation, essayer de commencer à parler aux enfants plus jeunes par rapport à la violence à la maison, particulièrement si ces enfants sont en situation de handicap. Je sais que quand j'étais jeune, j'ai eu le droit de ne pas participer aux classes d'éducation physique. Ça veut dire que je n'ai pas eu la même expérience par rapport à la santé sexuelle que beaucoup d'autres jeunes femmes ont eu en grandissant à l'école. J'ai manqué beaucoup d'informations et c'était parce que j'étais traitée comme ne méritant pas d'obtenir cette information. Donc, il a fallu que je fasse beaucoup d'apprentissage, comme beaucoup d'entre nous ont dû faire, et ça a été d'apprendre ici à Hamilton, mais aussi il y a beaucoup d'études qui ont été faites à Hamilton et ailleurs qui disent que les jeunes femmes, les femmes en situation de handicap vont apprendre par rapport à la sexualité et au risque de violence en situation intime beaucoup plus tard, souvent dans le début de leur trentaine, alors que d'autres personnes apprennent plutôt plus jeunes à l'école, dans le système scolaire. Et à cause de ça, les femmes handicapées, les filles handicapées se trouvent dans des situations plus risquées parce qu'elles ne sont pas on ne leur donne pas l'éducation nécessaire et on ne tient pas en compte des niveaux d'intersectionnalité nécessaires pour protéger les femmes du système médical et aussi dans des résidences de soins à long terme. Parce que toutes ces conversations sont privilégiées. C'est un privilège d'avoir des enfants, c'est un privilège d'être capable de travailler. Mais qu'en est-il des personnes qui ne peuvent pas? Ces personnes ont encore le droit d'exister. Comment est-ce qu'on peut les soutenir aussi? Merci. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation très puissante et particulièrement d'avoir partagé ton vécu, ton histoire et d'avoir élevé l'histoire des personnes dont les vies ont été affectées et même ont été terminées à cause du système capacitiste et des inégalités de pouvoir du système actuel. Je pense que c'était très puissant ce que tu as partagé avec nous. Alors, merci infiniment d'avoir fait ceci pour nous. Et je vois que ça se reflète aussi dans plusieurs des commentaires qu'on reçoit en ce moment. On peut encore rassembler quelques questions sur Slido. Je sais qu'on manque de temps et j'aimerais même étirer un petit peu la séance si on peut pour offrir la chance tout d'abord. Peut-être j'aimerais inviter Mélanie et Valérie aussi à revenir à reprendre la parole ici, nos trois présentatrices donc. Et je me demande aussi si Valérie, Mélanie ou Sarah
s'il y a quelque chose que vous avez entendu des présentations les unes des autres sur lesquelles vous aimeriez poser des questions ou commenter, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je vous laisse la parole. OK. Je vais commencer avec une question. Sarah, à la fin de ta présentation, tu as commencé à parler de certains appels à l'action, pas seulement pour les fournisseurs de services directs, mais aussi pour les mouvements féministes de façon plus générale. Tu as parlé de centrer les voix des personnes les plus marginalisées. Tu as parlé d'essayer de faire participer les enfants à un âge plus jeune, d'essayer de parler, de défendre les droits d'une façon encore plus intersectionnelle et plus forte. Est-ce qu'il y a d'autres appels à l'action que tu aimerais faire, particulièrement lorsqu'on parle des personnes qui sont présentes ici aujourd'hui avec nous et certaines d'entre elles sont des fournisseurs de services directs? Quelles sont une ou deux choses que tu aimerais que les gens qui sont ici avec nous aujourd'hui pensent, auxquelles tu aimerais que les gens pensent ou que les gens ramènent avec eux à la fin de cette conversation? Et une chose dont j'ai pas eu beaucoup de temps de parler, c'est la crise du logement. Ici, sur le terrain, on passe beaucoup de notre temps à donner des tentes, à livrer du soutien. Il y en a plus que 1000 personnes au courant de la pandémie qui se retrouvent à avoir besoin d'aide à ce sujet. Donc, on doit beaucoup aider de personnes qui n'ont pas de domicile et beaucoup de ces personnes sont aussi en situation de handicap. À Hamilton, on a eu des gens qui sont venus de refuge pour les victimes de violences conjugales parce que ces personnes-là étaient vues comme étant problématiques. Parce que si tu viens dans une résidence, un refuge, on s'attend à ce que tu ne consommes pas de substances, on s'attend à ce que que tu changes tes habitudes et tes besoins de ton corps pour mériter le soutien. Mais les jeunes femmes qui changent la façon dont leur corps fonctionne pour accéder au soutien, c'est pas facile et se retrouvent sur la rue parce que et ensuite elles retournent dans le refuge et elles essaient d'arrêter de prendre une substance et puis ensuite elles se font remettre dehors et ça devient un cycle. Alors, comment est-ce que nous, en tant que fournisseurs de services, est-ce qu'on peut vraiment aller s'attaquer à ces situations de façon plus en détail? Il n'y a pas de politique d'accessibilité en dehors d'IOTA. Pour les systèmes de refuge, par exemple. La loi qui existe en ce moment n'est pas assez détaillée pour parler de ce type de capacitisme. Le type de capacitisme que les gens vivent qui font en sorte que se retrouvent dans ces cercles, c'est vraiment fondé sur le consumérisme. C'est vraiment l'idée que les femmes doivent... Comment est-ce qu'on peut parler de la politique d'accessibilité, que ce soit pour un refuge ou pour peu importe l'organisme, pour avoir des politiques qui sont nuancées, qui sont vraiment bâties avec les personnes pour lesquelles vous travaillez en tête? Comment est-ce qu'on va au-delà de la loi? Personne ne sait comment faire ça. On ne se fait pas poser la question sur comment est-ce qu'on peut faire ça. Qu'est-ce que tu fais si les services en place ou les constructions en place ne fonctionnent pas pour toi? Comment est-ce que tu peux soulever ces questions pour vraiment réussir à créer des politiques qui vont réussir à soutenir les jeunes femmes? Je pense que ce que Sarah dit est vraiment absolument fantastique. Je pense que c'est vraiment au cœur de la question. Je voulais aussi ajouter que les femmes qui sont handicapées sont des expertes des situations dans leur vie. Elles savent qu'est-ce que ça signifie, l'inclusion, l'accessibilité, la justice pour elles. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous qu'elles fassent partie de la conversation lorsque vous prenez des décisions. Assurez-vous que vous leur parlez lorsque vous essayez de concevoir vos services parce qu'elles peuvent vous aider à identifier spécifiquement ce que vous devez faire. Merci. Et je pense que si je pouvais ajouter par rapport à tous les commentaires qui ont été faits jusqu'à maintenant et passer la parole aux autres panélistes. Pour moi, c'est aussi par rapport à la création de relations interpersonnelles. On vous demande d'écouter les femmes qui sont handicapées parce que ce sont elles les expertes. Et aussi, vous devez les honorer en tant
en tant que personne avec qui vous établissez une relation. Vous ne faites pas juste prendre les informations pour vos politiques inclusives pour tout le monde. C'est aussi de créer des relations avec les personnes. Je pense que ça, c'est vrai, c'est fondamental. Je pourrais continuer vraiment longtemps, mais je pense que c'est très important de bâtir des relations avec ces personnes. Merci beaucoup. J'ai une question d'une personne dans l'audience qui dit que, et je pense qu'elle dit de façon assez intéressante, elle dit que la conflation entre l'accessibilité et la justice pour les personnes handicapées est vraiment commune. Et on se demandait si vous pourriez dire quelque chose de plus par rapport à cette distinction entre l'accessibilité et la justice pour les personnes handicapées. Et peut-être te suggérer comment est-ce qu'on peut traduire cette idée dans le développement de programmes pour les personnes qui peuvent fournir des services directement et que ce soit mieux reflété ainsi. Je pense qu'il y a différentes définitions de la justice en matière de handicap, mais ça a été créé par Susan Ballard, un collectif artistique de San Francisco de personnes noires, racisées, queer, d'artistes qui est en situation de handicap. Et ce qui est intéressant avec ce terme, c'est que c'est un terme qui n'a pas encore été coopté par le milieu académique. C'est sur le point d'être coopté, mais ça ne l'a pas encore été, c'est pas encore arrivé. L'accessibilité, en revanche, a été libéralisée. L'accessibilité a été créée pour inclure les personnes en situation de handicap, en changeant l'environnement immédiat pour faciliter l'accessibilité. Mais en fait, c'est devenu une espèce de façon néolibérale. Stacy Milburn parle du terme access washing, dont les personnes en position de pouvoir causent du tort, mais causent un tort qui est accessible, donc inclut les personnes en situation de handicap. Donc, on s'éloigne de l'intention originale d'inclure les personnes en situation de handicap. Ici, à Hamilton, par exemple, on a des fonctionnaires qui disent qu'ils font des tentes, utilisent le terme accessibilité pour mettre à la porte des personnes en situation de handicap qui campent dans les parcs pour que les parcs soient plus accessibles. Donc, c'est comme un usage récupéré de l'accessibilité. Tandis que la justice en matière de handicap regarde les systèmes qui causent des torts, les systèmes d'éducation, le système médical, etc. Et c'est une approche qui pose les questions suivantes. Comment démanteler le système et le rebâtir pour que le système inclue véritablement les personnes en situation de handicap? La justice en matière de handicap est une philosophie. Il y a 10 principes, mais ce n'est pas encore une action. Et je pense que l'idée avec le Disability Justice Network de l'Ontario, c'est d'outiller les jeunes pour leur permettre de questionner les systèmes actuels et de rebâtir des espaces qui répondent à leurs besoins. Donc, c'est ce que la justice en matière de handicap représente pour moi. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres définitions. Super, merci. Valérie ou Mélanie, avez-vous d'autres commentaires à ce sujet? D'abord, je suis d'accord avec tout ce que Sarah vient de dire. Je pense qu'il y a aussi une question. Est-ce que les actions que votre organisme mène sont faites dans une perspective de justice sociale? Par exemple, j'en ai parlé plus tôt quand j'organise des conférences ou des actions. Je ne le fais pas je ne me demande pas est-ce qu'il y a une rampe d'accès, mais je tiens compte des personnes en situation de handicap le plus possible. Les personnes qui ont des handicaps en matière d'alphabétisation, de différents types de handicaps. Je m'assure que tout ce que je fais inclut véritablement les gens. Donc, je tiens compte de la dimension intersectionnelle et je le fais en collaboration avec un comité pour que l'événement soit organisé par et pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a encore du travail qui reste à faire,
On n'est pas encore tout à fait rendu à une situation où on est toujours inclusive, mais c'est important d'offrir des occasions d'emploi aussi. Assurons-nous d'embaucher les bonnes personnes, d'utiliser des pratiques exemplaires en matière d'embauche. Et puis, au-delà de l'embauche, assurons-nous de passer à l'action, de représenter nos valeurs et d'envoyer un message clair à tous les organismes, toutes les agences, tous les bailleurs de fonds. Merci. Valérie, aimerais-tu ajouter quelque chose? Je pense que Mélanie et Sarah ont très bien répondu à la question. L'accessibilité, c'est de ne pas contester les structures qui permettent les injustices envers les personnes en matière de handicap. Et la justice en matière de handicap, c'est d'examiner les structures, les obstacles et leurs effets dans la vie des personnes en situation de handicap. L'accessibilité, c'est un peu comme un pansement. C'est le strict minimum. Super. Merci beaucoup, tout le monde. Cette conversation est très riche et on pourrait continuer à parler, mais malheureusement, on en est arrivé à la fin de cette partie de notre événement. Donc, j'aimerais d'abord vous remercier toutes les trois d'avoir présenté vos connaissances, vos histoires. Vous avez vraiment ouvert la voie aux conversations qui vont suivre. Donc, les prochaines 45 minutes seront consacrées à des discussions en sous-groupe. Une discussion portera sur le handicap et la violence genrée, une autre sur le handicap et les jeunes et une autre sur le handicap et la sécurité économique. Les participants de l'appel, vous devriez avoir reçu un courriel ce matin avec un lien vers votre séance en sous-groupe. Si jamais vous n'avez pas reçu le lien, nous allons brièvement ouvrir la boîte de clavardage et y inclure les liens. Nous allons essayer de commencer ces séances à 1h15 pour donner le temps à tout le monde de faire la transition vers leur sous-groupe et peut-être de s'étirer. Comme on ne se retrouvera pas en séance plénière, j'aimerais clore cette partie de la rencontre en, encore une fois remerciant nos panélistes pour tout ce qui a été présenté, mais j'aimerais également reconnaître le travail de Bonnie Britton et de son équipe dans le Canada, Tamara, Mekanita et Mackenzie, pour tout le soutien que le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada a offert à la Fondation canadienne des femmes dans l'organisation de cet événement. J'aimerais également remercier notre extraordinaire équipe d'interprètes en langage des signes, en langue des signes, en anglais, en français, les sous-titrage. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cet événement le plus accessible possible. Et merci aux membres de mon équipe, particulièrement Michel Moussindo, qui s'occupe de tout le travail en coulisses aujourd'hui. Vous faites un travail extraordinaire. Merci d'être là. Et à toutes les personnes qui participent avec nous aujourd'hui. Nous avons vraiment très hâte de poursuivre la conversation en sous-groupe dans quelques minutes et de continuer à avoir la conversation dans le cadre de notre engagement avec vous en tant qu'organisme que nous finançons. Merci tout le monde et on se retrouve à 1h15 dans les sous-groupes. Merci.